Allez, donc on va partir. Déjà, je vous remercie d'être présent. C'est un honneur pour nous, en tout cas, de venir un peu communiquer sur ce qu'on fait, sur ce qu'on aime et puis sur ce qu'on voudrait promouvoir. Donc, je vais vous présenter l'association qui s'appelle MCOM francophone, plus usuellement appelée FR MCOM aussi, qui est une association qui est très très jeune puisqu'on a fêté notre première bougie au mois d'août. Donc, on nous a demandé de nous présenter. Donc, moi, déjà, je suis Frédéric. Je suis radioamateur depuis un nombre d'années que je n'oserais pas dire à certains jeunes présents dans la salle, question de ne pas les faire peur. J'habite Saint-Étienne et je suis co-responsable de l'association puisque je fais partie des cofondateurs de cette association. Pourquoi on l'appelle FRMCOM ou MCOM francophone? Donc, le FR, c'est relativement facile à comprendre. C'est pour tout ce qui est francophone. Je précise bien, pas la France, mais francophone. Puisqu'on est ouvert à tout pays parlant notre langue. MCOM, c'est un terme anglophone pour tout ce qui touche les communications d'urgence. Donc on a gardé ce terme-là, puisqu'en relation avec d'autres pays, c'est le terme qui revient dans tout le nom de nos associations, en fait, le MCOM. Le but d'MCOM, je vous laisse lire, mais je vais faire quelque chose de très résumé, c'est de rassembler des gens qui sont intéressés par la technologie radio, radio-amateurs, pratiquants amateurs radio en bande libre, du monde de l'IoT, puisqu'on a quand même deux entreprises qui dialoguent pas mal avec nous. Vraiment toute technologie radio, et de regarder comment on peut intégrer ces technologies radio dans le monde de la gestion de crise. Alors encore une fois, ça peut être sur les fréquences radio-amateurs si les gens qui le feront sont radio-amateurs, ça peut être sur des fréquences libres dans d'autres domaines, ça peut être, on a fait pas mal d'expériences, je vais vous montrer tout à l'heure sur le protocole LoRa, sur bande libre ou bande dédiée à ce mode-là. Donc voilà, le but c'est vraiment ça, c'est de faire une promotion. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour aller sur le terrain et faire de la radio quand il y a 1,50 m ou 2 mètres d'eau, surtout pas. On est plus là pour dialoguer avec tout ce qui est collectivité territoriale, ce qui est association de riverains, association de promenades, vraiment de ce qu'on veut, pour leur dire l'outil radio peut vous apporter quelque chose en situation de crise ou en situation de détresse. Donc bien entendu, ça c'est vraiment dans les statuts de l'association, ça c'est aider matériellement, moralement et techniquement les membres et associations membres, puisqu'on y reviendra tout à l'heure. On peut être juste sympathisant, il n'y a pas de question d'adhésion ou quoi que ce soit, on peut devenir membre, mais aussi une autre association peut devenir membre de la nôtre, une entreprise peut devenir membre de notre association. Tout à l'heure on parlera des tarifs, vous verrez c'est quelque chose qui est exorbitant pour entrer membre de notre association. Pourquoi on a créé ça? En fait, on a créé ça parce qu'on a chacun nos expériences individuelles. Alors, certes, on a des gens comme Gaël Musquet qui nous ont bien briefé sur la partie utilisation de la radio d'urgence sur les îles. On a une expérience pour certains venant d'une FNRASEC ou d'une ADRASEC. On a des expériences pour certains simplement parce qu'ils sont retrouvés plusieurs fois coincés dans les inondations, dans des routes barrées en montagne. C'est vraiment notre expérience qui a fait qu'on s'est dit on va se réunir dans une association en n'ayant pas le but de courir avec un uniforme sur le terrain pour aider les autorités. La cible de notre promotion, j'insiste vraiment dessus parce que j'ai l'impression que par moment j'ai du mal à le faire comprendre, c'est pas une autorité, un corps constitué. La direction de notre promotion va sur le particulier, va sur les entreprises, va effectivement sur de la qualité territoriale, mais plus en termes de conseils, d'entraide, de développement, pas en termes d'intervention. Et puis on a participé juste pour faire un petit coucou aux anciens copains de Hand et de l'Armitage Lab, on a participé à 2 week-ends d'opération, on appelle chez nous, où on s'est retrouvés sur le terrain 2 week-ends à imaginer des choses, à mettre des choses en place, à faire joujou. Encore une fois, sur les bandes radioamateurs, hors bandes radioamateurs, on a testé de la radio effectivement sous un ballon. On a un ballon captif qui monte jusqu'à 150 mètres de haut, sur lequel on a mis un relais, on a mis de l'émetteur, on a mis du Wi-Fi pour voir ce que ça donnait, on a mis des caméras, on s'est vraiment amusé à tester un maximum de choses, et pas que sur les bandes radioamateurs, encore une fois. Donc là, je vous ai mis une petite photo de ce que ça peut donner, parce que souvent on me dit ouais mais c'est des trucs super sérieux, il faut être hyper strict. Quand on fait les opérations, la table d'opération, ça ressemble à ce qu'on a sur la photo. On ne peut pas parler vraiment de quelque chose de strict. Je vous dis pas qui là-dedans, mais là-dedans vous avez des youtubeurs assez connus, vous avez des techniciens non radioamateurs, des spécialistes du monde du libre, des spécialistes du ballon captif en altitude, vous avez des gens qui sont spécialisés dans le partage de connaissances au niveau vraiment très large du terme, que sont les gens de l'Armitage Lab.
Vous avez un barbu qui est très connu sur Twitter, qui fait beaucoup de simulations de vol, mais qui est aussi accessoirement colonel de l'armée de l'air, très tourné opérationnel. Donc en fait, c'est notre responsable, c'est lui qui nous dit quoi faire, qui nous fait le maître du temps sur les interventions comme ça. Le bureau actuel, parce qu'on m'a dit, il faut vraiment que vous vous situez. Donc le bureau actuel, on a un président, qui est Vivien, F4FWH, qui est dans le 76 au Havre, qui est radioamateur, qui est membre de la DRASEC 76. Vous avez un vice-président, Bertrand, FG8OJ, pour vous montrer qu'on est vraiment sur une couverture non pas territoriale de la France, mais vraiment beaucoup plus grande que ça. Donc, qui est donc vice-président en Guadeloupe. Je ne dis pas de bêtises, c'est bon. Le trésorier et aussi secrétaire, c'est Johan F4FWAT qui est du 27. Et dans les membres du bureau, il reste Jean-Luc F1ULQ 57, David F0GBY 78, je crois, il me semble. Et puis moi, voilà, du 42 de Saint-Étienne. Voilà l'équipe du bureau actuel. On m'a demandé aussi de vous présenter une des activités qu'on a eues cette année. Donc cette année, on a eu la chance, via le coordinateur pour l'IARU Région 1, pour tout ce qui est communication d'urgence, donc qui est Greg G0 DUB, de pouvoir participer à un exercice organisé par lui, par l'IARU, pour la Région 1, qui, comme c'était écrit, le but était de tester les possibilités d'utiliser le logiciel qui s'appelle JS Suite Call, qui est basé sur le protocole FT8. Alors je dis tout de suite, les radioamateurs chez nous ne font pas tous du FT8, ne font pas tous du JS8, ne font pas tous de la C-double, mais ils font tous de quelque chose et ils sont heureux de le partager. Donc pour établir des liaisons, échanger des petits messages un peu courts, plus ou moins courts, entre participants, tester la possibilité de faire du relayage de messages et de promouvoir l'utilisation d'un groupe sur JS Suite Call qui est le groupe R1 MCore. Donc pour info, si vous voulez qu'on parle de JS Suite Code, on se reverra après sur le salon, je suis là jusqu'à la fin, pour vraiment vous parler proprement du logiciel. Le but ici, c'était pas de vous former à l'utilisation du logiciel, mais vous montrer un peu ce qu'on arrivait à faire avec. Donc en gros, voici le compte-rendu de l'exercice. Donc on a échangé entre 63 opérateurs différents sur toute la région IRU 1. La région 1, donc la nôtre, celle dont on dépend. On a eu entre autres les échanges, donc quand je dis on, c'est les opérateurs FRM de l'association, enfin de la structure FRMcom, sympathisants ou membres, tous réunis. C'est pas moi quand je dis on est bien d'accord. Donc en gros, on a fait la liaison entre 14 pays différents de la région 1. Sur les 63 opérateurs ayant un peu l'étiquette FRMcom, c'est-à-dire qui étaient soit sympathisants, soit membres, encore une fois, on a en gros contacté 55 autres stations d'échange entre nous. C'est-à-dire que là, on ne les a pas que entendus, on a vraiment échangé entre nous. Pour ceux qui font du FT8, vous avez l'habitude, le FT8, on clique sur un bouton, on déroule le QSO. En JS8, il faut le taper au clavier, il faut saisir ses messages, il faut les préparer. Le but était aussi de transmettre des messages à un format bien spécifique à l'IARU, qui est le radiogramme. Donc on a aussi échangé ce genre de messages. Le but, quand on vous dit du relayage, c'est par exemple... moi, j'entendais pas Greg directement en Angleterre. Par contre, j'entendais une station au fin fond de la Suisse qui lui entendait Greg. Donc, j'allais mettre un message sur la station du Suisse et le Suisse ou le retransmettait ou Greg faisait une demande et il disait ah, le Suisse là, il a un message pour moi, je peux recevoir ce message. En gros, si on pourrait appeler ça du mesh pour ceux qui font un peu d'informatique, mais en version vraiment ultra simplifiée. Donc, en gros, quand on regarde la carte, on peut dire qu'on avait quand même une relativement bonne couverture avec les stations françaises participant au titre FRMcom. On nous a demandé aussi de montrer un peu ce que c'était qu'une station qui aujourd'hui faisait un peu office de réseau FRMcom. Alors ça part de la station, alors j'ai pas de photo, mais du petit FT817, une antenne, une interface numérique au milieu de la campagne. Parce que le but c'est quand même aussi de montrer qu'on peut être utile quand il n'y a pas de courant, quand il n'y a pas de choses comme ça. Et ça peut monter jusqu'à des stations beaucoup plus grosses. Donc là, c'est un SWL qui nous a fait des rapports d'écoute de toutes les stations qu'il entendait. C'est pour ça que vous voyez un OpenWRX ouvert à côté. Hop, là, on a une station qui est un peu plus complexe. Alors, je suis désolé. Si c'est la vôtre et que je ne vous reconnais pas, vous m'en excuserez, mais je n'ai pas les indicatifs des gens en tête. Je suis vraiment désolé. C'est ça ? Il me semblait. Donc là, qui lui a bien participé. Il n'y a pas eu de souci non plus. Là, on a une autre station bien rangée. Alors ceux qui me connaissent sauront tout de suite que c'est pas la mienne. Ouais, Seb confirme dans le coin que ça peut pas être la mienne. Non, c'est pas la sienne non plus. Non, c'est pas possible. Là, je vous ai juste mis une copie d'écran. Alors il y a juste une petite erreur sur la présentation, mais c'est pas très grave. Du logiciel JS Suite Call d'un côté
et d'un bout de logiciel qu'on avait commencé à développer en Java, je crois. Je sais plus, c'était ton collègue Sébastien qui nous avait fait ça. Qui nous permettait de saisir des messages. Parce que l'inconvénient de G Suite Call, c'est que ce n'est pas un logiciel qui est fait pour faire de la transmission en gestion de crise. Donc le message, par exemple, de l'IRU, tel que l'IRU le préconise, faire vraiment une promotion dessus, il n'est pas natif dans l'applicatif. Donc on a développé une petite passerelle, entre guillemets, qui nous permettait de saisir les messages d'un côté, de les valider, de les basculer directement dans le logiciel pour les envoyer. Voilà pour la partie logiciel G Suite Call. Après, on nous a dit c'est bien, c'est radio amateur, vous faites de la promotion pour d'autres choses. Donc avant d'emboîter là-dessus, on a monté des démonstrateurs. J'ai par exemple moi à disposition des démonstrateurs pour aller voir les collectivités territoriales, les associations de riverains de rivières, avec une petite mallette, des postes PMR, des batteries rechargeables en solaire, des allumes-cigares, et je montre, et je l'ai déjà fait une fois à une commune, dire voilà, vous savez, vous achetez une mallette comme ça, il y en a pour 100 € la mallette. Là-dedans, vous avez un problème, vous avez monsieur le maire qui est dans son bureau, vous êtes vous à la salle qui sert de PC crise, entre guillemets, pour le PCS. Vous avez un moyen de liaison entre les deux. Mais ça peut être aussi votre technicien multiservice qui va sur le terrain, il part avec son allume-cigare, il le met dans la voiture, comme ça il a le poste qui est chargé, il met la batterie sur le tableau de bord version soleil pour que la batterie se recharge. On préconise, moi en tout cas je préconise beaucoup des pockets, des portatifs qui ont une prise de recharge USB, parce que du coup comme ça on peut facilement le recharger sur plein de sources de courant différentes. Et ça marche bien, j'ai des communes qui sont très intéressées, j'ai pas mal d'associations de riverains de rivières qui m'ont posé des questions là-dessus. Une autre technologie qu'on a étudiée, qui est une technologie qui n'est pas forcément hyper récente, mais en tout cas qui a vraiment de gros avantages, c'est le protocole LoRa. Alors le LoRa, on le connaît beaucoup sur l'utilisation sur de l'IoT, tout ce qui est embarqué, des petits capteurs, des trucs comme ça qui embarqueraient à droite à gauche et qui communiqueraient. Nous, les essais, on les a fait sur bande radio amateur, donc on est moins limité. Et ça permet aussi de découvrir vraiment la technologie. Donc nous, on est en 400 mégas, alors que la majorité du LoRa en France, en tout cas et en Europe, est connue sur 868. Là, on va vous faire un petit retour d'expérience là-dessus. Je vous passe la définition du LoRa. Les diapos seront disponibles, donc je ne vais pas m'amuser à la lire. Ce n'est pas forcément ce qui serait le plus intéressant pour vous, et en tout cas pas pour moi aussi non plus. Le premier à nous parler de cette expérimentation LoRa, ça a été Thierry, F4WI 25. C'est ça, je ne me suis pas trompé, j'avais un doute. Il nous a dit, oh les gars, j'ai découvert ça, ça peut être marrant. Et là, on est parti un peu dans le 42, on a le 27, le 76, on a des membres un peu à droite et à gauche qui nous ont dit, attends, on va regarder, on va faire des essais. Le LoRa sur bande radio amateur, on appellera ça du LoRa. Enfin, moi, j'appelle ça du LoRa APRS parce que c'est vraiment du LoRa APRS qu'on fait aujourd'hui. C'est allier les avantages que vous aviez à faire de l'APRS avant pour positionner des capteurs, positionner des voitures, des maisons. J'insiste en commençant bien par positionner des capteurs, parce que c'est en tout cas dans le cas d'une gestion de crise, un des applicatifs qui est vraiment important, à un protocole qui est très rigide, qui est vraiment très résistant à la déformation, et qui du coup à puissance mini fait vraiment de très très longues distances. Je vous montrerai tout à l'heure une carte des essais qu'a fait Sébastien 4SS en mobile depuis chez lui. Il vous dira les puissances, mais je crois que c'était 1 watt à l'émission, Seb. Il me semble. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec une technologie du type du LoRa APRS? Bien sûr, on peut faire du suivi de cartes. C'est-à-dire, on peut faire ce qu'on faisait tous les gens qui ont fait de l'APRS. On peut faire un suivi de véhicule. On peut envoyer des messages courts, comme vous faisiez en APRS, quand vous tapiez sur le petit clavier, ça faisait partir un message. Voilà, tu vas bien, bonne route, roule doucement. Ceux qui en ont fait un peu plus en gestion de crise, c'est route coupée à tel endroit, c'est attention, on nous annonce une déviation mise en place par-ci, par-là. On a essayé, moi, d'envoyer des petits messages courts en disant accident à tel endroit sur le réseau routier, puisque c'est un peu mon domaine côté professionnel. J'ai vraiment essayé de montrer que l'APRS pouvait être très très mal utilisé en France, en tout cas. On connaît bien les stations météo. Ça, Enzo pourra mieux vous en parler que moi sur la partie météo et APRS. On connaît bien plein d'applicatifs, comme effectivement le suivi des copains qui viennent à la maison. Le suivi des équipes sur le terrain pour certaines associations nationales de gestion de crise. On connaît moins bien, par exemple, le remontée d'un niveau d'eau. On peut faire remonter en APRS un niveau d'eau, une montée, descente, une crue, un débit, je dirais toute mesure physique mesurable.
On peut envoyer aussi des bulletins d'information. On pourrait envoyer des bulletins d'alerte météo raccourcis, parce que ça reste quand même de la PRS. Il ne faut pas non plus envoyer 15 pages de bulletins. C'est-à-dire le bulletin de Météo France, il ne faut pas faire un copier-coller, parce que forcément le réseau va très vite saturer. Par contre, on peut envoyer des brides d'information de ce bulletin. On peut envoyer un truc qui s'appelle le CAP, le Common Alerting Protocol, ce qui est intégré aux usages aujourd'hui en France. Alors, alors on va dire pourquoi FRMcom parle de ça. Le CAP, c'est le protocole qui est mis au niveau mondial pour faire de la transmission d'alerte. Quand je dis transmission d'alerte, c'est pas vous dire attention, la baguette de pain a augmenté. On parle bien d'une alerte de crise, quelque chose d'important. On a commencé à discuter avec des personnes et nous on serait intéressés par exemple pour voir comment récupérer ce protocole et le transmettre en information courte. On a vu il y a quelque temps avec Enzo une explicative sur ce genre de transmission via le satellite Galileo. Il y a plein d'applications, parce que vous savez qu'en France on est très doué pour créer des applications smartphones qui ne marchent pas, mais qui s'intéressent à récupérer ce genre d'infos et les diffuser. Nous on part du principe que l'information elle doit être accessible à tout le monde, dans le sens où effectivement vous n'êtes peut-être pas impliqué dans la gestion de crise, mais si vous recevez l'info, vous avez quelque part derrière une quantité de personnes que vous connaissez à laquelle vous allez pouvoir la rediffuser cette information. Donc moi je pars du principe que c'est faut surtout pas la garder. C'est au pire, même si l'État n'informe que 1000 personnes, mais que ces 1000 personnes en informent 200 chacune, on va vite arriver à une couverture d'information beaucoup plus large. Et après, j'ai mis des nouveaux usages à inventer parce que finalement, j'ai toujours tendance à dire qu'en tant que radioamateur, la limite, elle est rarement technique. C'est plus notre imagination qui nous fixera les limites de fonctionnement. Tout à l'heure, on parlait d'un parcours. Donc voilà le parcours de Sébastien. Sébastien habite ici. Et tout ça, c'est les parcours qu'il a fait en mode LoRa. Donc il était chez lui sur une antenne de maison de type X50, on va dire, ou X... non, c'était quoi chez toi? C'est une antenne mobile, voilà. Sur la voiture, il a de retour une petite antenne pareil, un petit quart d'onde. Et là, en distance, c'est parce que tu es plus fort que moi, c'est combien de kilomètres? Voilà, avec une puissance dérisoire. Voilà, un watt chinois. Pour ceux qui, surtout pour la captation qui ne doivent pas entendre Sébastien. Donc là, l'essai, c'est avec un watt chinois. Je ne savais pas que les Chinois avaient des watts moins fortes que les nôtres, mais avec un watt chinois. Voilà, je pense que c'est quand même compréhensible de tout le monde. Je ne sais pas si vous voyez la distance, mais on reste quand même... Alors certes, là, il y a un trou au milieu. On reste là. La partie de Sébastien, on ne peut pas dire que c'est une plaine, que c'est plat. Entre les deux, c'est moins vallonné, mais il y a quand même aussi un peu de relief, mine de rien. Voilà. Non, c'est vraiment impressionnant. Pour ceux qui auraient l'occasion de tester le mode LoRa, vous allez vraiment... Enfin, moi, le rapport entre la puissance émise et la couverture et les services rendus, c'est bluffant. J'ai une station météo moi, là, dans le salon, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, les modules LoRa, je vous montrerai, il n'y a pas de souci. Si on veut monter une station météo LoRa, les capteurs sont plus imposants que tout le reste. Et à mettre en place, c'est vraiment un jeu d'enfance si vous savez manipuler l'informatique, pas comme moi. Non, c'est pas ce qu'il fallait que je dise. Ah, il rigole là-bas, il sait bien pourquoi. Et ben voilà, on parlait des modules. Donc là, je vous présente deux modules LoRa 400 mégas, en sachant qu'il existe les mêmes sur les bandes du 168 mégas. Donc là, je dirais à la louche que c'est la station fixe de Sébastien. C'est ça? C'est les premiers tests. Et là, vous avez la partie mobile. Donc en gros, là, c'est les deux mêmes, en sachant que chez nous, en poste fixe ou en modem sur un PC, on n'aurait pas besoin de toute la partie GPS, alors que là, elle y est. Et sinon, dans la voiture, on se promène vraiment avec juste ça dans la voiture et on remplace un émetteur-récepteur radio-amateur avec de la puissance un peu imposante. Et on a quand même parlé des tests aussi qu'on a réalisés. Donc on a parlé tout à l'heure de F4VI et les copains du 25. Et j'ai mis mes pack-up parce que dans le groupe où on discute, il y a des gens du 26 comme Laurent qui est dans la salle. Il y a moi qui suis du 42. Alors, on dit 25 parce qu'ils sont essentiellement de là-haut. Mais voilà. On a aussi les essais qu'a fait Sébastien en mobile que je vous ai montré. On a eu des modifications de code qui a été fait par des sympathisants et membres de l'association qui nous ont permis par exemple de récupérer le RSSI.
et le SNR, de manière à bien savoir comment on était reçu, voir où on commençait à perdre les possibilités de liaison ou quoi que ce soit. On a des tests de Digipeater qui ont été faits par Vivien, qui entraîne aussi d'en faire aujourd'hui. Il en fait actuellement. L'idée, c'est, je vous présenterai dans les projecteurs, mais c'est de commuter les réseaux APRS traditionnels en 144-800 ou en 400 mégas et le réseau APRS LoRa de manière à avoir des vraies passerelles entre les deux et surtout d'augmenter une certaine couverture de possibilités. On a des stations météo, entre autres celles que j'ai au salon. On en a 2 ou 3 qui tournent aujourd'hui. Alors, c'est pas du météo pro, ne faut pas me demander une précision. Mais en tout cas, ça donne bien une ordre d'idée de la température et surtout des variations. On a, enfin, ce que je vous dis là, c'est en gros, c'est que le protocole c'est utilisé aussi par certains satellites. Alors, je ne sais plus s'il y en a sur QO100. Je peux comprendre qu'avec un fait des essais, Jean-Louis, tu confirmes? Il y a eu des essais. Il y a aussi des satellites qui diffusent leur position et que vous récupérez, que vous renvoyez dans une base de données. C'est aussi l'aspect collaboratif qui est censé être le radioamateur à la base, l'aspect d'entraide à la technologie. Et il touche aussi tout ce qui est l'IoT. Donc l'IoT, encore une fois, c'est tout ce qui est petit truc embarqué, c'est vos capteurs de température dehors, c'est des choses comme ça. Les projets en cours. Alors FRMcom, on est un peu fou, il paraît. Donc on a un premier projet qui marche aujourd'hui, qui est un projet nous on appelle ça un concentrateur de données AIS et ADSB. Donc AIS pour tout ce qui est suivi des bateaux, pour ceux qui ne connaissent pas bien entendu. Et ADSB, la même chose pour le projet des suivis des avions. À la différence des autres projets, ce n'est pas un projet commercial, il n'y a aucune logique de gagner de l'argent derrière, il n'y a aucun filtrage, toutes les stations qu'on reçoit, les avions ou bateaux sont affichés. On n'a pas de délai, de décalage entre les clients qui payent et les clients qui ne payent pas. Le serveur est hébergé par nous, géré par nous, chez moi, pour le moment. Ce qu'on recherche sur ce projet-là, pour nous aider par exemple à évoluer, c'est effectivement des gens qui ont des possibilités d'avoir un vrai hébergeur. Tout à l'heure, je vous parlerai des revenus de l'association. Aujourd'hui, ce n'est pas la cotisation des membres qui nous permet de payer un hébergement professionnel. D'où le fait que j'ai un gros serveur chez moi qui sert de chauffage au Shack Radio et que de tout l'été, je n'ai pas trafiqué parce que le serveur me rajoute facilement 6 à 7 degrés. Dans une pièce fermée, la plein été, c'est un peu pénible. Donc c'est vrai que moi, personnellement, je fais un self-forcing pour qu'on trouve une solution d'hébergement à l'extérieur. Ça me permettrait de refaire un peu de radio. On cherche aussi des stations d'écoute. C'est-à-dire que si vous avez des stations d'écoute AIS, ADSB à disposition chez vous, on est preneur d'une remontée de vos informations, de manière à les partager sur un fond de carte qui est accessible sur Internet. Si vous tapez donc l'adresse Internet qui est indiquée ici, vous allez tomber, encore une fois quand ça marche, parce qu'on reste bien sur un hébergement personnel et pas un hébergement professionnel, vous tomberez sur les 2 ou 3 stations qui aujourd'hui font remonter des données bateaux et avions sur notre serveur. On n'a pas de stockage, donc pas de souci de RGPD. On n'a pour l'instant pas de possibilité par contre de remonter en arrière si jamais il y avait un crash ou il y a un truc pour savoir où était le bateau. C'est des projets qui peuvent être développés, mais pour tout ça, il nous faut un peu d'argent, des membres volontaires pour nous donner les données, des membres volontaires pour nous aider à gérer le service, parce que c'est un vrai service à gérer. Et, on m'a dit qu'il fallait que je pleure, donc je vais pleurer un petit peu là, dans les diapos qui suivent, je suis désolé. Dans les autres projets en cours, on a une station météo LoRa, donc la mienne est en marche. Donc là, j'avais bien associé avec moi Sébastien F4ASS qui est dans la salle parce que vu son jeune âge par rapport à moi, il fait des soudures beaucoup plus jolies que les miennes. Et non, puis qu'il est plus doué que moi aussi, il faut être honnête. Allez, je le reconnais, Sébastien. Donc c'est un projet qu'on a monté tous les deux. On l'a monté aujourd'hui avec du capteur plastique chinois à 3 francs 6 sous, mais qui casse assez facilement. C'est pareil, c'est une sonde météo, tout ce qu'il y a de plus classique pour l'humidité et compagnie. Encore une fois, le but, c'était pas de faire une station météo professionnelle, mais bien une station météo qui soit déployable sur le terrain en cas de problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une boîte étanche, je mets une batterie type de téléphone dedans, j'accroche ça à un crochet, je plante un piquet avec mon anémomètre et je m'en vais. Et je fais remonter les données météo de base sur une grande distance. Dans les projets à l'appel, on a donc Vivien F4FWH du 76 qui est en train de monter une passerelle entre le réseau APRS et le réseau LoRa APRS. Donc là, c'est pareil, ce qui nous manque, et on fait un peu appel aux dons en tout genre, c'est du matériel, c'est un TX VHF, ça peut être du duplexeur, c'est des antennes, du Raspberry Pi 2, 3. On n'a pas besoin d'un Raspberry Pi 4 récent. Si vous changez votre Raspberry, que vous ne savez pas quoi en faire, le Pi 2, nous, on le veut bien, on est vraiment preneur.
On a une boîte de réception, boîtier de réception multifonction. Ça, c'est le truc passe-partout que je mets. En fait, mon idée, c'est d'aller montrer aux gens, par exemple en bord de mer, qu'on pourrait mettre un boîtier sur le bord de la côte qui permettrait de recevoir la DSB, l'AIS, mais aussi, par exemple, d'avoir un récepteur, un OpenWRX, par exemple, qui permettrait aux gens du coin d'aller écouter les bateaux à l'instant où ils veulent écouter la phonie des bateaux, qui leur permettrait d'écouter ce qui est écoutable. Je ne parle pas d'aller écouter la police, les pompiers, c'est vraiment pas le but. C'est vraiment d'écouter les bandes qui ne sont pas chiffrées, qui ne sont pas codées. Ça peut être d'aller écouter le relais DMR du coin quand je suis loin de chez moi. Ça peut être plein de choses comme ça. Mais vraiment avoir un boîtier dans lequel je mets 4 clés SDR de bonne qualité. Je parle de bonne qualité parce qu'on a quand même fait des essais cette semaine avec Vivien sur de la réception AIS avec des clés de moins bonne qualité, des bonnes clés de bonne qualité. Les clés pas chères, vous oubliez pour faire du décodage AIS, des Noelec, pas très très cher, une trentaine d'euros. Là par contre ça marche pratiquement du premier coup. Donc voilà, pour ce projet-là, c'est un peu ce qu'on recherche aujourd'hui. C'est ça, c'est aussi des gens qui auraient des compétences pour venir m'aider, parce que moi encore une fois je ne suis pas informaticien. Mon métier, moi, c'est de m'occuper du réseau routier d'un département. Donc c'est pas vraiment de l'informatique au sens propre du terme. On a un boîtier d'urgence qui est en cours de développement par G8OJ, où l'idée c'est de dire je viens poser mon boîtier sur une table quand j'ai une crise en Guadeloupe. Les gens viennent autour, ils viennent se connecter à mon boîtier en Wi-Fi et ils peuvent envoyer des messages, petits messages par mail à leur famille pour leur dire je suis là, je vais bien, je suis pas mort. Savoir qu'on a eu un grand retour d'expérience, entre autres par rapport au hackathon et l'expérience de Gaël sur la partie Guadeloupe et compagnie, où les gens, leur truc premier le matin quand ils se lèvent, quand il n'y a plus rien, il n'y a plus de jus, c'est de dire à la famille loin, je suis en vie. C'est pas d'envoyer une photo des dégâts, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est le truc qu'on fait dans les pays surdéveloppés. Dire, il y a un accident, je plaf. Non, je dis pas à ma mère qui est à 300 km, qui sait que je suis sur cette route, que je vais bien. Je lui dis, regardez mes copains, il y a du sang. J'exagère un peu en disant il y a du sang, mais c'est vraiment un truc franco-français, enfin franco-français ou peut-être franco-européen au moins, je sais pas. Mais là, l'idée du boîtier, c'est pas de dire tu fais une photo de chez toi, tu l'envoies à ton truc d'assurance. C'est de dire tu fais un petit message à l'ensemble de ta famille en leur disant je suis en vie, ne vous inquiétez pas trop. Et c'est vraiment un besoin, on l'a vraiment ressenti comme ça. On a fait un retour d'expérience sur Saint-Martin, ça a vraiment été un manque. Donc l'idée de Bertrand, c'est vraiment de faire un petit boîtier comme ça et d'associer le monde radio amateur derrière pour pouvoir, via des systèmes comme peut-être le JS8 Call, peut-être le réseau Winning 2000 pour ceux qui connaissent, peut-être le réseau PSK Mail là, qui est en train de ressurgir un peu de ses cendres, si j'ose dire, et de dire nous, ce qu'on va faire, on va prendre vos messages, on va les envoyer à votre famille. C'est pas remplacer les télécoms pendant 10 ans, c'est juste sur une crise, vous n'avez plus rien, je vous pose un petit boîtier avec vos téléphones portables, parce que c'est le seul truc que les gens penseront à charger en cas de crise, c'est leur téléphone portable, et de dire finalement là je me connecte, j'envoie un petit mail vers une interface ou un autre truc comme ça, et du coup ces messages-là je pourrais les retransmettre à beaucoup plus grande distance en utilisant une technologie radio maîtrisée par les radioamateurs dans ce cas-là. Donc là, Bertrand m'a fait une petite remontée en disant moi aujourd'hui, ce que j'ai besoin, parce qu'on est vraiment dans une phase d'étude, c'est par exemple des boîtiers étanches, c'est du panneau solaire, c'est de la batterie. Alors on a effectivement un problème avec Bertrand, c'est que moi je veux bien aller acheter une batterie et lui l'envoyer, mais si j'envoie la batterie en Guadeloupe, ça va me coûter plus cher de transport que de batterie. Et donc voilà, il a vraiment besoin d'aide. Si vous avez des gens qui sont là-bas qui peuvent l'aider, il y a peut-être moyen de lui faire passer quelques sous pour qu'il puisse financer un peu ce projet. On a alors c'est un projet qui est né il n'y a pas très longtemps suite à un petit séjour quelque part en Corse, de bouées intelligentes et connectées. Et après j'ai vu qu'il est sorti dans un MacPi, je crois, un article sur des gens qui font ça aussi, mais pas sur les mêmes technologies que nous on voudrait expérimenter. Alors une bouée intelligente et connectée, c'est en gros, vous voyez les grosses bouées jaunes qui délimitent les 300 mètres au bord de la mer. L'idée, ça serait de faire une bouée de ce type-là, sauf qu'il y a plein de capteurs à l'intérieur, et qui les données qu'elles mesurent, elles les retransmettent à la Terre. Alors les données principales, c'est effectivement sa position. Je ne sais pas si vous avez suivi les petites expérimentations qu'ont fait les Bretons avec le petit bateau qui avait traversé je ne sais plus trop quel truc, avec plein de capteurs. C'était 4GOH et compagnie qui faisaient ça. Sauf qu'eux transmettaient les données en Whisper. Et nous, on aimerait bien essayer sur ce projet-là de transmettre les données en LoRa. Parce qu'on se dit qu'à vue, la mer, on peut avoir une portée avec le LoRa importante, même si là on partirait plus peut-être sur du LoRa en 868 ou on ne sait pas trop. C'est vraiment un sujet qui est en cours de discussion.
Donc là, les besoins, c'est essentiellement tous les besoins de l'association. D'ailleurs, hein, c'est certes de l'argent pour faire avancer un peu les projets, pour permettre, pour faire ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, F4D, aujourd'hui, à titre associatif, je vais monter mon projet de station météo. C'est moi, F4D, qui est financé de A à Z. On a des gens qui nous disent clairement, moi je peux vous aider à développer, mais je n'ai pas les moyens d'acheter le matériel que vous voulez. Donc on voudrait à terme, avec l'argent, pouvoir acheter un petit peu de matériel de développement. C'est pas acheter un émetteur décamétrique à 1500 euros. C'est acheter des petits modules LoRa comme je vous ai montré, c'est acheter des petits panneaux solaires, des petits accus en 18650 pour les foutre derrière. C'est pas non plus des sommes mirobolantes qu'on aurait besoin. On a aussi besoin de gens qui ont la technique. Et c'est aussi pour ça que la majorité aujourd'hui des membres des FRMcom sont radioamateurs ou sont passionnés d'électronique. Parce que ça nous manque vraiment des gens qui soient capables de dire moi je ne peux pas acheter par exemple le module pour faire votre bouée, par contre si vous me fournissez un module et des capteurs, moi écrire le code qui va dedans, qui va aller relire les capteurs, qui va les remettre en forme, qui va les mettre au format que vous voulez en sortie, ça je peux vous aider à le faire. Et l'idée première de l'association, c'est de se dire c'est bien, on va peut-être pouvoir t'aider financièrement à monter un projet, tu vas peut-être pouvoir faire ce que tu veux, par contre derrière, il faut absolument que tu documentes et que tu partages ce que tu as fait. Moi, c'est ce qui m'a attiré dans le monde radioamateur, hein, c'était le partage de la compétence et le partage de l'information, en plus de l'esprit de la famille et de camaraderie qui va derrière. Et je trouve que là, en tout cas pour nous à FRMcom, c'est vraiment un des buts de FRMcom, c'est le partage. Donc pour ça, on a un site internet qui nous permet de partager des codes, on a ce qu'on appellera un wiki pour que les gens puissent écrire un peu plus librement que sur un article internet. On est prêt à mettre plein de choses en place en informatique. Ça, on a les gens qui savent mettre des systèmes informatiques en place pour vous aider à partager. Les sites internet de l'association, il est ouvert à tout le monde. Vous avez une idée d'un article, on a quelqu'un qui est Frédéric, F4IHD, qui nous a fait un article sur l'histoire de l'autonomie d'énergie, comment monter des bacs d'accu. Il n'est pas membre de l'association, il m'a dit moi je peux t'écrire un article. Je dis mais oui. Je dis par contre, je fixe 2 choses à l'écriture d'articles sur le site de FRMcom. 1, on respecte la loi. C'est-à-dire, je ne veux pas voir certaines choses qui n'ont rien à faire sur les sites internet de radio amateurs ou de passionnés radio si ça ne respecte pas la législation en place. Et 2, c'est celui qui écrit l'article qui le signe. C'est-à-dire quand j'écris moi, pour Fred, c'est moi qui ai écrit l'article, mais je n'ai pas signé F4ED. Je l'ai signé Frédéric F4IHD. C'est pas moi qui l'ai écrit. L'idée, c'est pas que l'association s'approprie un travail intellectuel de quelqu'un et dise, vous avez vu, c'est nous qu'on l'a fait. C'est vraiment pas le but. On a un autre truc qui nous trotte dans la tête avec notre président et puis 2 ou 3 autres, c'est de vraiment faire l'utilisation, la promotion de l'utilisation du satellite QO100 pour les modes IMCOM, tout ce qui est transmission d'urgence. Donc ça fera la suite avec mon voisin de présentation qui vous présentera beaucoup mieux que moi le satellite. Pardon ? C'est pas grave. Je vous ai quand même mis les fréquences si vous voulez faire de l'écoute, parce que l'écoute est libre même quand on n'est pas radio-amateur. Donc vous pouvez écouter les fréquences que j'ai écrites dessus, qui sont des fréquences sur la partie phonie. Donc vous pouvez les écouter, même avec les web SDR, vous entendrez des choses. On peut faire plein de trucs avec, vous allez voir. Je vous ai remis un petit peu le plan de bande, j'espère à jour, Jean-Louis. On ne s'est pas trop planté, on a pris le bon, ça va. Donc on voit bien, on voit bien ici la fréquence qui est recommandée pour l'utilisation en temps d'urgence. C'est pas quelque chose. Alors, si un jour on vous dit c'est mon association qui a œuvré pour ça, vous pouvez lui taper où vous voulez, lui dire full camp. C'est plein de gens qui ont œuvré pour que à l'AMSAT DL on ait cette fréquence qui soit, cette utilisation en tout cas qui soit un peu préconisée ou autorisée. Et nous, on regrette vraiment que ça ne soit pas utilisé. Alors aussi, si un jour on vous dit ces fréquences-là sont réservées à telle ou telle association qui a pour but de faire des liaisons radio en termes de sécurité civile, vous prenez votre doigt, vous le mettez dans l'œil et tu l'as vu celui-là. Voilà. Je rappelle que les fréquences radio-amateurs, mais s'il faut respecter certaines choses, elles sont pour tout le monde. On a aujourd'hui, alors je vais revenir celui-ci, sur QO100. On a des essais, vous pouvez aller voir Thierry 4GG qui est en place au salon, qui fait des démonstrations. On ne passe pas que de la phonie sur QO100, alors on passe à la DATV qui est assez, entre guillemets, connu de tout le monde, mais on peut aussi faire du mode numérique, on peut aussi envoyer des mails en tant que radioamateur, je précise.
en utilisant Q100 et diffuser les mails de partout. Je ne sais pas si vous imaginez, en cas d'une crise comme on a eu le Covid, par exemple, le premier coup, ça aurait permis, en cas d'effondrement de quelques trucs que ce soit, que les entités discutent. Et ça aurait permis, par exemple, quand il y a eu les grosses inondations, que certains puissent encore discuter avec eux, même si ça rien ne fonctionnait. Moi, quand je dis discuter, encore une fois, c'est aussi dire aux copains, je suis vivant. Je suis vivant, je suis pas mort, tout va bien. Pour moi, ça reste une donnée à faire transiter. Encore une fois, on n'est pas là pour rendre service aux autorités avec FRMcom, on est là pour vous expliquer à vous et aux autres que la radio, c'est vraiment quelque chose d'utile en période de crise. On nous a plusieurs fois demandé comment nous joindre. Alors, en radio, j'allais dire, c'est pas compliqué, même si ça l'est beaucoup. On a aujourd'hui un réseau SVX Link, un réseau linké analogique qui est mis en place. Le serveur est hébergé chez toi, chez Sébastien. Oui, d'accord, faut que je fasse vite, mais j'ai presque fini, ça va bien aller. On peut aussi discuter de la thématique utilisation de la radio en gestion d'urgence sur le DCS 933U en D-Star. On a une voix fusion qui est YSF Urgence, qui est entretenue par F8 FKD. Le D-Star, c'est par F8 EGG et F4 EGG et F4 GEN avec D-Star France. On a la partie IPSC2 et HB-Link du DMR sur le TG208.0 qui est relié. Donc IPSC2, c'est par Fabrice F4 AVI. L'HB-Link, c'est par l'HB-Link qui est hébergé chez Sébastien. On a un petit réseau HF qui se monte de temps en temps en JS8. C'est-à-dire que quand on a envie de faire des tests ou qu'il y a des problèmes, on se met en JS8, on regarde un peu les messages qui arrivent, qui partent, on dialogue, on met surtout dans notre boîte messagerie disponible à qui voudrait l'utiliser. On a, alors je ne sais pas pourquoi il est paru là, mais c'est pas grave. On a notre serveur, donc on a un serveur Discord, c'est un serveur de chat au clavier, en trichant un peu, parce qu'on peut aussi faire de l'audio, mais qui nous permet de nous retrouver. Il n'y a pas d'abonnement, c'est quelque chose, vous avez une connexion internet, vous allez sur Discord, vous créez un compte, vous vous connectez, ça ne coûte rien, c'est pas rattaché au téléphone, et c'est bien pratique parce que ça nous permet vraiment là d'échanger entre tous les sympathisants. On a une salle WhatsApp aussi, s'il y en a qui veulent venir l'intégrer, vous êtes vraiment les bienvenus. Il suffit de me contacter par mail ou sur le mail de l'association et on vous ouvrira, on vous intégrera dans les deux, que ce soit sur le Discord ou sur le WhatsApp, avec un énorme plaisir. Le tout en respectant, en étant gentil, courtois et respectant les autres, même s'ils n'ont pas les mêmes idées que nous. Il faut le faire, je suis désolé, c'est pas la partie la plus intéressante. Donc voilà un peu ce qu'on recherche. On recherche des radioamateurs, des amateurs radio, des électroniciens, des informaticiens, surtout ouverts d'esprit et avec une grande envie de partage, qui sont là pour venir nous aider à documenter, à faire la promotion de l'utilisation de ces technos, à essaimer leurs connaissances. C'est-à-dire qu'on veut bien donner à l'association, mais on aime aussi en recevoir. C'est comme ça qu'on progresse. Voilà, donc j'avais rajouté un petit hashtag, c'était un petit jeu avec David, le hashtag sur Twitter, passe ta licence pour les petits nouveaux, ceux qui ne le seraient pas, c'est important. Et on est bien dans la même optique. Aujourd'hui, j'ai des gens chez moi qui sont plutôt actifs sur les bandes PMR et que j'encourage fortement à passer une licence radio amateur pour venir rejoindre la communauté, pour qu'on puisse grandir ensemble. Je pense que c'est important de le signaler. Et pareil pour les gens qui soient électroniciens ou informaticiens, on arrive toujours à trouver des points communs dans nos occupations. David m'a demandé de bien préciser. On a un statut membre aujourd'hui. Pour être membre de l'association, il faut être à jour de cotisation. Je vous ai dit qu'on avait des cotisations extrêmement chères, donc elles vont de 5 € pour les étudiants, les personnes en situation de handicap, jusqu'à 16 € pour la plus chère. C'est énorme, je le reconnais, je suis désolé, mais il faut bien qu'on essaye de payer un peu, non pas ma facture électrique, parce que ça j'en fais don à l'association, mais les noms de domaine, les assurances, les choses comme ça, les gestions de comptes bancaires. Toutes les cotisations sont payables par PayPal ou par chèque, bien sûr, auprès de notre trésorier. On peut être aussi simple sympathisant. En fait, être membre à FRMcom, ce n'est pas une obligation. Être membre de FRMcom, c'est nous aider à financer les actions. Être sympathisant, c'est nous aider à faire de la promotion. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, j'ai pas besoin d'avoir 10 000 € en caisse à l'association, c'est pas le but du tout. Je préfère avoir 300 sympathisants très actifs qui viennent échanger avec nous, qui nous apprennent des choses, qui apprennent de nous, on dialogue vraiment ensemble, que d'avoir plusieurs centaines d'adhérents qui ne foutent rien, je vais rester poli. Et là, c'est un peu le cas. Donc oui, c'est pas une obligation. Vous pouvez vraiment bien nous rejoindre sans pour autant prendre une adhésion chez nous.
Alors, comment on va zapper la question, je vous ai quand même laissé la diapo. Pour me contacter, c'est assez facile. J'ai par mail frédéric.boucher@frmcom.com. Là, vous tombez sur moi directement. Pour ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux, je suis aussi présent sur Twitter avec mon indicatif F4D. Je suis aussi présent sur Facebook. Je suis présent en général quand vous tapez mon indicatif sur Internet. Je ne suis pas le plus dur à retrouver. J'ai un défaut, je vous avertis tout de suite. Si vous me dites que je ne suis pas radioamateur, ça m'intéresse. En général, je suis pire qu'un morpion. Je m'attache à vous et je vous lâche pas tant que vous n'avez pas la licence. Dans la salle, il y en a quelques-uns qui peuvent le dire. Ça marche. C'est bien. Vous pouvez aussi contacter simplement, je ne sais pas si je le dis plus loin, l'association à contact@fr-mcom.com. Il n'y a pas de souci. Là, c'est tout le bureau qui recevra votre mail. On a un site internet, donc https://www.fr-mcom.com. J'ai des flyers, ne vous inquiétez pas, prenez pas des notes, venez me voir tout à l'heure, je vous filerai tout sur des bouts de carton. On a un compte Twitter qui est propre à l'association qui est McomFR. On a une page Facebook. Donc je pense qu'on répond au téléphone. Alors je ne donnerai pas mon téléphone ici, c'est juste pour être un peu tranquille dans les journées à venir. Par contre, si vous me contactez par mail, je n'hésiterai pas à vous donner mon numéro de téléphone portable pour qu'on puisse continuer à discuter par téléphone. Par radio, ça me va aussi. J'aime pas discuter à la radio, sauf quand on me le demande. C'est pour ça, il paraît que je fasse pas à la radio, j'ai pas de voix. Ça marche qu'en numérique. Je suis désolé. Et hop, et voilà.